Bien, alors donc on va commencer par tout d'abord par créer un projet Spring Boot. On va créer les entités. On crée l'interface GPA Repository, on crée donc le service RESTful et après on va tester. Et par la suite donc on va ajouter donc la couche Spring Sécurité pour sécuriser donc l'accès aux différentes actions de l'application. Alors bien sûr selon les droits d'accès que nous avons cités au niveau de l'exemple d'application pour la gestion des étudiants. Alors donc on va commencer par créer un projet. Startup Project. Alors, groupe ID, donc, artifact ID. La version, le package, par exemple. Alors, bien sûr, donc c'est toujours les mêmes paramétrages donc, du projet Spring Boot qu'on va utiliser. Alors, pour les dépendances, alors vous allez juste remarquer qu'il y a une nouvelle version de Spring. C'est la version 1.3.1. Alors, ce qui fait que, bien sûr, si vous sélectionnez une nouvelle version, donc ça veut dire que toutes les dépendances elles doivent être à nouveau retéléchargées. Alors, donc ici, donc, vous utilisez la version 1.3.0, 1.3.1, peu importe, l'essentiel, ça va, le travail, c'est la même chose. Alors, quelles sont les dépendances dont on aura besoin? Donc, on aura besoin d'utiliser, donc pour la catégorie data, donc on aura besoin d'utiliser donc GPA, comme toujours. Quoi d'autre? Alors, pour la catégorie database, on va utiliser MySQL. On va toujours rester dans le même type de travail. Et pour, comme c'est une application web, donc la catégorie web, on va utiliser donc Web MVC, donc c'est-à-dire on va utiliser une version de Tomcat embarquée. Alors pour la partie, alors par la suite, donc on va ajouter, pour le moment on va pas le faire, mais par la suite on va ajouter donc Spring Sécurité. Mais par contre, on aura besoin, alors pour la partie sécurité, donc vous le trouverez. Core. Voilà. Donc Core, donc vous trouverez plein de choses, donc Spring Sécurité, Spring AOP, donc tout ça c'est des choses. La programmation orientée aspect, c'est également un cours que nous allons faire par la suite. Alors par la suite, donc on aura besoin d'ajouter donc cette couche Spring Sécurité, mais également on aura besoin d'ajouter le moteur de la dépendance template et engine, c'est-à-dire le moteur de template. Alors comme vous voyez donc ici dans notre cas on va utiliser TeamLeaf. Alors si vous voulez développer une application web basée sur MVC côté serveur, il n'y a pas mieux pour vous donc d'utiliser TeamLeaf. Voilà, c'est tout. Next, finish. Bon, en attendant, donc je vais créer une base de données. Alors la base de données, on va l'appeler Inset Sécurité. Voilà. La bonne nouvelle, c'est que il y a un problème de connexion à nouveau. Alors, on va toujours se démarquer. Il est créé le projet, non? Non. Alors, je reprends. Alors, Spring Startup Project.
Donc c'est sec org set artifact id sec package org.set. Donc les dépendances, nous avons dit donc GPA, Web, MySQL et Temleaf. Alors je prends mon téléphone comme ça il va se connecter. A priori ça marche. Oui. Voilà. C'est terminé. Bon, le projet il est là. Donc la première des choses qu'on va faire, c'est qu'on va tout d'abord, s'il vous plaît. Donc la première des choses qu'on va faire, donc on va paramétrer donc le data source. Donc je reprends donc les propriétés du data source comme d'habitude. Alors la base de données c'est N7 sec. Voilà. Alors le reste c'est les mêmes propriétés. Alors, en fait, donc comme je disais, qu'est-ce qu'on va faire? Donc quelques aperçus de l'application. Comme ça vous aurez une idée. Donc ça c'est l'architecture comme je disais. Alors donc l'idée c'est quoi? C'est qu'au final, quand je veux accéder à l'application, il y aura tout d'abord un formulaire d'authentification qui va obliger l'utilisateur à saisir le login et le mot de passe, sachant que les utilisateurs possèdent des rôles. Nous avons dit qu'il existe combien de rôles? 4 rôles. Admin, scolarité, prof, étudiant. Alors, par la suite, on va créer juste une simple page dans laquelle on va, par exemple, il y a le lien inscrire qui permet donc d'afficher le formulaire d'ajout de l'étudiant. Ça sera l'occasion donc de revenir sur la partie validation. C'est quelque chose que nous avons déjà fait l'année dernière, donc on va utiliser les annotations. Alors, sauf que cette fois-ci, il faut voir comment utiliser, donc combiner avec Angular pour pouvoir récupérer ces messages. Alors, si l'utilisateur est inséré, donc il y aura une confirmation. Et après, la liste permet donc d'afficher la liste des étudiants par page. On peut rechercher des étudiants. On peut faire d'autres opérations que vous avez l'habitude de faire. En tout cas, c'est le principe. En fait, ce n'est pas l'application, c'est plutôt comment utiliser Spring Security. Alors, on va commencer par créer tout d'abord. Qu'est-ce qu'on veut gérer? On veut gérer des étudiants. Donc, on va créer l'entité étudiant. Classe étudiant. Alors le package, les entités. Implements serializable. Alors c'est une entité. Un étudiant est défini par son ID. On va supposer qu'il est de type langue. ID étudiant. Par le nom. Par le prénom. Et par la date de naissance. Java.util. Date naissance. C'est bon? Alors, on va générer donc les indispensables. Les getters, setters, constructeurs sans paramètres, constructeurs avec paramètres. Les getters et setters.
Voilà. Alors, après, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, on a créé donc l'entité. Qu'est-ce qui manque? La notation ID. Et après, la notation generated value. Voilà. Alors, on exécute l'application, on regarde si la table est générée, comme d'habitude. C'est des petits réflexes que vous avez maintenant l'habitude de faire. Alors, exécutez l'application. Alors, en principe, vous devrez avoir des machines plus rapides que moi, n'est-ce pas? Parce que là, ça fait longtemps que je ne l'ai pas redémarré, donc j'espère que tout va se passer comme il faut. Alors, il y a déjà le message comme quoi la base de données, la table étudiant n'existe pas, il a été créé, il est là. Donc, la structure, ID étudiant, la date de naissance, le nom, le prénom. Donc, on a créé l'entité. On va, dans un premier temps, créer donc l'interface GPA Repository. Interface étudiant repository. Le package DAO. Extend. On va utiliser Spring Data donc. On va hériter de l'interface GPA Repository. Là, c'est tout. On aura juste besoin de spécifier donc l'entité. Ce n'est plus produit, c'est étudiant. Alors, et le ID, c'est quoi? Il est de type. Donc voilà. Bon, c'est terminé. Donc on a fait. Alors je reviens à l'architecture toujours. Voilà. Donc j'ai créé donc l'entité étudiant, j'ai créé l'interface GPA Repository, donc je passe directement pour créer le service RESTful. Alors étudiant REST service package service alors donc c'est un service RESTful, donc on va utiliser REST controller. Alors bien sûr, si vous utilisez MVC côté client, vous utilisez REST controller. Si vous utilisez MVC côté serveur, c'est controller tout court, n'est-ce pas? Alors on aura besoin de l'interface étudiant repository, l'injection des dépendances via la notation AutoWired. Et après, on va définir juste deux méthodes. Une méthode pour ajouter un étudiant et une méthode pour consulter une page d'étudiant. Alors, pour ajouter un étudiant, donc, on va utiliser donc, une méthode qui permet de retourner un étudiant, save. Étudiant. Étudiant. Alors, save. Étudiant. Alors, on va importer l'entité. Alors, ici, donc, c'est return. Quoi? Vous suivez? Alors, je voudrais juste être rassuré. Je sais que vous suivez bien, mais... Alors, ici, quelle méthode? C'est save. Save E. Alors, pour accéder à l'application, on va utiliser la notation request mapping. Value égale slash étudiant. Alors, en principe, ça c'est normalement pour ajouter, c'est la méthode post. Alors, dans un premier temps, on va utiliser get juste pour faciliter les tests. Dans un premier temps, après, on va basculer vers post. Donc, on va utiliser ici, donc, si vous voulez, liste étudiant.
Ajouter. Ajouter. Save. Étudiant. Voilà. Save étudiant. C'est tout. Et après, donc, l'autre, une méthode qui permet de retourner une page d'étudiant. C'est pour la première. Il n'y a pas d'envoi pour les informations d'étudiants. Oui, on va les envoyer sur l'URL, directement get. Bon, ça passe comme ça. Alors pour get, donc ici donc par défaut c'est, ça vous le savez, la méthode qui est utilisée par défaut, c'est request method point get. Alors, je suppose que pour le moment je travaille avec get. Alors comme je disais, par la suite on va changer avec post, parce qu'en fait pour ajouter un étudiant, c'est pas get qui va être utilisé généralement, c'est post. Alors liste étudiant. Alors, je connais la page et le nombre d'étudiants. Size. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va récupérer une page return directement. Étudiant repository.find all. Et après la page new page request. La page et size. Alors, si vous voulez également trier, donc vous pouvez le faire. Donc ça, on ne va pas rentrer dans les détails. Alors, la même chose, donc request mapping value directement étudiant. Slash liste étudiant ou bien étudiant, tout court. Il n'y a pas de point virgule. Alors, donc, j'ai un microservice qui permet donc d'inscrire des étudiants et de consulter la liste des étudiants. On va redémarrer et on va tester. Alors, localhost / étudiant. C'est mal écrit. Étudiant. Étudiant. Et oui, mais il y a aussi étudiant et étudiant. Hein? Qu'est-ce qui manque? Get, oui. Par défaut, c'est get. Mais il y a une exception au démarrage. Alors, il faut spécifier la page. Mais c'est normal. Alors, il faut mettre page égale 0 and size égale 0. Mais au final, il n'y aura rien. De toute façon. On a oublié d'ajouter request param. Non, on n'a pas besoin. En fait, pour get, c'est par défaut. Alors, page égale à 0. Page, il est présent. Alors, attendez. Qu'est-ce que nous avons? Donc, ici, j'ai la page et size. J'ai / étudiant. En principe, il n'y a pas de problème. Et étudiant. Alors, de toute façon, il n'y a pas d'enregistrement. Donc, il n'y a pas d'étudiant. Donc, en principe... size c'est 0, ça ne marche pas size 0. Vous voyez que... Alors, vous avez une page. Mais une page dans content est vide. Alors, pour ajouter des étudiants, si vous voulez alimenter la base de données avec des données au démarrage, c'est l'occasion de vous montrer ça. Alors, au niveau de l'application, ici, donc, spring.run, donc, en principe, il démarre Spring Boot, mais en même temps, il retourne un objet de type application context. En fait, application context de Spring, bien sûr. CTX égale. Et après, donc, si vous voulez accéder à l'interface étudiant repository, donc ça c'est étudiant repository égale CTX.add
getBean. Alors vous savez que Spring, quand il démarre, il crée beaucoup de beans, n'est-ce pas? Alors après, si vous voulez avoir un bean Spring, donc vous utilisez la méthode getBean. Vous ne connaissez pas le nom, mais vous connaissez l'interface. Donc vous mettez étudiant repository.class et c'est tout. Après, si vous voulez ajouter des étudiants, vous mettez par exemple étudiant repository.save directement new étudiant. Alors on va ajouter des étudiants par hasard. Safwan. Le prénom. Safwan. Le prénom Sarah. Alors là c'est juste le hasard. Je regarde pas les noms, je regarde juste la liste. Allez, Safwan. Alors la date de naissance, on va pas utiliser new date, sinon c'est pas bien. C'est la date système. Alors si vous voulez spécifier la date, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser date format. Date format df égale new simple date format. Simple date format. Et vous mettez le pattern, l'année, le mois et le jour. Et comme ça, vous pouvez utiliser donc ces dates format.parse. Et vous mettez la date que vous voulez. C'est-à-dire qu'il aura besoin aussi de... Oui, mais si vous ne le spécifiez pas, c'est pas grave, il va prendre 0. Donc, on va récupérer les valeurs, il va retourner la suite des zéros. Oui, mais c'est-à-dire les minutes, les secondes et tout ça, donc on n'a pas besoin. La date de naissance, vous n'avez pas besoin de spécifier tout ça. Vous voulez mettre date? Alors vous utilisez la notation temporale. Temporale et après vous spécifiez le format de la date que vous voulez. D'accord? Alors c'est donc la date de naissance 1983, j'imagine. Le mois 11, 12. Alors on a juste besoin de faire un try catch. Throws. On va faire copier-coller pour ajouter d'autres étudiants. Voilà. Alors, Rifat. Alors, tout le monde, c'est la même date de naissance. Sarah. Hamza. Biris. Etc. Alors après, si vous voulez afficher la liste des étudiants, de tous les étudiants, vous mettez liste étudiants et étudiants égale c'est étudiant repository.find all. Et après, on va afficher tous les étudiants. On va utiliser for une boucle for ou tout simplement vous utilisez étudiant et étudiant.for each. For each, et vous mettez quoi? Vous mettez E system.out.println e.get non étudiant get non. C'est quoi ça? Alors ça c'est du Java 8. Bon, ça n'existe pas dans Java 7, donc dans Java 8 bien sûr ça vous le savez. Donc les expressions lambda et après donc il y a plein de choses qui ont été rajoutées. Mais ça c'est l'équivalent à quoi? C'est for pour chaque étudiant E de la liste
des étudiants système e.getNow. C'est la même chose. Alors ça, on va le mettre en commentaire. Il faudrait que vous regardiez un peu ce qui se passe dans Java 8. On n'avait pas le temps donc de parler de tout cela. Donc c'est très important de commencer à avoir l'habitude de travailler avec des expressions lambda. C'est important. Alors exécuter. Je relance l'application. Alors l'application est démarrée. Il y a des étudiants ajoutés. Vous voyez donc qu'on a la liste des étudiants. Alors dans la base de données, donc bien sûr, vous trouverez que les étudiants ont été bien ajoutés. Votre collègue, il parlait de ces zéros-là parce que par défaut, c'est timestamp, donc c'est-à-dire qu'il y a la date, mais il y a également l'heure, minute, seconde. Bon, nous, on ne va pas utiliser cette partie-là, mais on aurait pu changer donc le format date. Alors en tout cas, pour ne pas sortir du cadre, alors ici donc, si je consulte la liste des étudiants, donc j'ai par exemple une page de 2 étudiants. Alors je vois que ça marche bien, pas de problème. La page 1. La page 2, etc. Donc ça, je consulte les étudiants. Donc je veux par exemple une page qui contient 3 étudiants. L'essentiel, c'est que j'ai un peu les éléments. Alors si vous voulez ajouter un étudiant à nouveau, donc vous pouvez utiliser save étudiant, point d'interrogation, le nom égale à x, prénom égale y. Donc ça marche. J'ajoute un étudiant A, le prénom c'est B. Ça marche aussi. Alors bien sûr, donc l'application, mais il faut juste pas oublier une chose, c'est qu'à chaque fois que vous redémarrez l'application, elle va insérer de nouveaux étudiants. Mais ça peut être pratique, donc au démarrage, vous voulez par exemple faire une boucle pour alimenter la base de données avec un tas d'enregistrements, avec des données aléatoires, et après vous mettez en commentaire, bien sûr, cette partie-là. Ce sera plus intéressant lorsqu'on utilise une stratégie qui supprime la base de données qui existait. Par exemple, si par exemple vous mettez par exemple ici à la place de update, vous mettez create, c'est-à-dire que chaque démarrage, il écrase la base de données. Mais pour ne pas obliger à chaque fois de saisir les données, c'est toujours, par défaut, vous avez des données qui sont insérées. Ça peut être également le cas si vous travaillez avec H2, c'est-à-dire la base de données en mémoire, H2. Vous savez qu'à chaque fois que vous démarrez, il n'y a plus de données. Donc, c'est-à-dire si vous faites les tests sur H2, donc vous aurez besoin de faire ces opérations d'alimenter la base de données au démarrage. Comme ça, vous pouvez faire des tests. Alors, dans notre cas, ce n'est pas le cas. Alors, en tout cas, donc, on peut dire que nous avons créé un microservice pour le moment qui permet donc d'ajouter des étudiants et de consulter les étudiants. Alors maintenant, on va essayer donc d'authentifier un peu c'est-à-dire l'accès à ces fonctionnalités. Alors, si vous voulez utiliser donc Spring Security, la première des choses, c'est qu'il faut l'ajouter dans les dépendances. Alors, dans pom.xml, vous allez ajouter, voilà, faites copier, coller, et au lieu de mettre starter web, vous mettez sécurité. Enregistrer. Alors bien sûr, les dépendances vont être chargées. Ça marche. Alors qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient d'ajouter Spring Security au class path. On va redémarrer l'application. Alors vous allez voir déjà que par défaut, Spring, il instaure une configuration par défaut. Alors quelle configuration par défaut? Alors si vous voulez accéder maintenant à l'application HTTP, vous voulez par exemple consulter la liste des étudiants. Alors vous allez remarquer déjà que, regardez,
il y a un formulaire d'authentification qui s'affiche. Il vous dit que, voilà, il faut un utilisateur et un mot de passe. De toute façon, votre application maintenant, tout le contenu de votre application ne pourra être accessible que si vous avez un login et un mot de passe. Mais ça, c'est quoi ça? C'est l'authentification basique, qui est basée sur le protocole HTTP. D'ailleurs, vous voyez, donc c'est un formulaire qui est affiché par le navigateur et qui suppose qu'il y a un utilisateur qu'il faudrait saisir un mot de passe pour accéder à l'application. Sinon, alors si vous n'avez pas donc un login et un mot de passe, donc ça ne va pas marcher. Alors ça, on va dire, c'est la sécurité niveau, quel niveau 0. Vous n'avez rien développé, vous avez quand même, en attendant que vous finissiez votre travail, vous dites, déjà cette application n'est pas accessible. Vous l'avez déployée, mais en même temps, vous êtes le seul à y pouvoir accéder. Mais maintenant, le nom de l'utilisateur et le mot de passe, qui a le droit d'accéder, où est-ce que vous allez le mettre? Alors tout ça, c'est du bricolage. Hein. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dans le fichier application.properties et vous ajoutez sécurité, username, user.name, par exemple, vous mettez admin et security.user.password. J'ai pas écrit quelque chose comme il faut. Sécurité, voilà, password. User password égale 1, 2, 3. Alors n'oubliez pas que chaque redémarrage, il alimente la base. Il y a plein de données, c'est exprès donc pour avoir plus de données dans la table. Voilà, alors donc admin 1, 2, 3, ça marche. Alors ici donc il vous dit, il n'y a pas de point HTML, je veux liste d'étudiants. Liste. Oui. Liste étudiants, point d'interrogation, il faut mettre, mais j'ai mal écrit ça. Liste. Ah, étudiant, oui. Étudiant, tout à fait. Étudiant avec, voilà, les paramètres. Je peux également ajouter. Donc, ajouter, c'est save étudiant. Ça marche. Alors, je suis authentifié, je peux faire tout ce que je veux. Donc, c'est normal parce qu'il y a un session ID qui est attribué, donc il dit que donc vous avez le droit d'accéder. Mais bien sûr, donc ça c'est jusqu'à présent, ça c'est on va dire, ce qui est sûr, c'est que maintenant, on est dans ce contexte-là, c'est qu'il y a Spring Security qui est déployé. Il y a un filter Spring qui va être déployé et qui fait que toutes les requêtes HTTP passent tout d'abord par Spring Security. Donc il fait son travail. Alors bien sûr, c'est Spring Boot qui fait la configuration de base par défaut. Mais si vous voulez, donc vous pouvez personnaliser cette configuration, c'est ce que nous allons essayer de faire. Alors pour personnaliser donc cette configuration, on va créer une classe. Donc soit XML, soit vous créez une classe de configuration. On va créer une classe qu'on va appeler sécurité config. Alors donc security config, donc si vous voulez personnaliser, vous créez une classe qui hérite d'une classe web sécurité configure adapter. Alors ça c'est une configuration de base, mais sans oublier la notation configuration. Alors ça vous le savez. Alors après on va ajouter d'autres annotations. Alors, on a juste besoin de faire, si vous voulez, de spécifier, si vous voulez spécifier donc l'endroit où se trouvent les utilisateurs. Alors, on va on va créer une méthode de configuration globale, public void, qu'on va appeler global config. Alors, cette méthode-là, on va utiliser un objet
de type, je ne me rappelle pas, je me rappelle un petit peu, mais pas beaucoup. Alors, la méthode. Donc, on aura besoin donc d'injecter un objet de type Authentication Manager Builder. Alors, Authentication Manager Builder. Alors, ça, c'est Authentication. Alors, pour injecter, bien sûr, avec Spring, si vous voulez récupérer, au lieu d'utiliser donc ctx.getBean pour récupérer l'objet, vous pouvez toujours, dans n'importe quelle méthode, utiliser la notation Hotwire, c'est-à-dire vous demandez à Spring d'injecter un objet de type Authentication Builder. Et après, on peut spécifier donc les utilisateurs. Alors maintenant, si vous mettez l'objet Authentication, point. Alors là, on peut spécifier quel type d'authentification. Est-ce que les utilisateurs se trouvent dans une base de données via JDBC? Est-ce que les utilisateurs se trouvent dans un annuaire LDAP? Est-ce que vous voulez récupérer des utilisateurs en mémoire? Etc. Donc ici, si vous avez une gestion d'utilisateurs qui est statique, qui ne bouge pas trop, vous pouvez faire quelque chose de très simple. Par exemple, vous mettez in memory authentication. Alors quand vous mettez in memory authentication, ça veut dire que les utilisateurs se trouvent en mémoire. Ce n'est pas dans la base de données. C'est-à-dire, au démarrage, on va les définir dans le code de Java. Alors c'est ce qu'on va faire. Ici, on va utiliser .add. Alors, on va ajouter in memory. Alors, add. Alors, c'est pas add, c'est with user. Alors, je ne me rappelle pas. Alors, with user. Alors, quel utilisateur? Alors, nous avons un utilisateur admin. Point password, le mot de passe 1, 2, 3. Et le rôle, point, les rôles. Alors, quels sont les rôles que vous allez donner à l'administrateur? Vous lui donnez, par exemple, les rôles, par exemple, admin. Et si vous avez un autre rôle, vous dites, par exemple, prof. Alors, ici, donc ça, c'est un utilisateur qui a deux rôles. Le rôle admin et le rôle prof. Alors, on va ajouter, donc, on a juste besoin d'ajouter throws exception. Là. Et on pourra ajouter les autres. Alors, on va ajouter un utilisateur prof1. Le mot de passe 1, 2, 3. On va lui donner le rôle prof. Un utilisateur étudiant 1, 1, 2, 3. Le rôle étudiant. Et un autre utilisateur, scolarité 1, le rôle, scolarité. Alors c'est donc, ça c'est plus simple, vous avez les utilisateurs, vous avez les rôles, votre application peut utiliser ces utilisateurs sans aucun problème. Alors d'ailleurs, alors maintenant, si vous voulez juste que cette configuration, c'est-à-dire fonctionne, vous aurez besoin d'ajouter une annotation enable global et enable web MVC web sécurité. Enable web sécurité. Alors, qu'est-ce que vous venez de faire? Vous venez de redéfinir les utilisateurs qui ont le droit. Alors, ça veut dire que maintenant, cette partie-là, on va la mettre en commentaire. On n'a plus besoin d'utiliser donc cette configuration très basique. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-là? On va redémarrer. Comment? La classe n'est pas encore utilisée. Si, il est utilisé. Alors, il est utilisé grâce à la magie de l'annotation configure. Alors, je l'ai déjà dit la dernière fois.
c'est que toute classe qui possède la notation configuration, il va être, au démarrage, il va être scanné, il va être interprété, il va faire toute la configuration nécessaire. Donc ici, nous sommes en train de personnaliser une configuration particulière. Alors dans notre cas, donc, localhost, étudiant. Il a gardé l'authentification. Alors qu'est-ce qu'on a fait? Non, c'est pas qu'il a gardé. C'est que maintenant, nous avons redéfini la configuration de la sécurité. On l'a redéfini. Mais on ne l'a pas encore complété. Tout ce que nous avons dit, c'est que nous avons dit, voilà les utilisateurs qui ont le droit. Mais maintenant, il faut dire quelles sont les ressources qui vont être protégées. Alors, c'est ce qu'on va faire. Donc, on va ajouter, maintenant, il faut redéfinir une méthode qui s'appelle configure. Alors, configure. Alors, il reçoit un objet de type HTTP sécurité. Donc, c'est là où vous allez ajouter donc les règles de sécurité. Quelles sont les ressources que vous voulez protéger? Supposons, pour le moment, vous voulez protéger toutes les ressources. Alors, vous allez écrire HTTP. Point. Alors, on va faire quelque chose comme... Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va utiliser donc la méthode authorize request. On va faire les choses progressivement parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on va faire dans cette méthode-là par la suite. Point authorize request. Alors, je fais des tabulations. Comme ça, vous saurez ce que c'est. Point. Encore. Any request. Alors, any request, point. Authenticated. Alors, ça c'est une première règle, très basique. Alors, si vous écrivez http.authorize_request.anyRequest_authenticated, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les requêtes doivent être authentifiées. Et après, par la suite, donc, par exemple, je donne... alors, si vous la laissez comme ça, même le formulaire d'authentification, il n'est pas accessible. Donc, on ne voit pas comment on peut accéder à votre application si même le formulaire d'authentification n'est pas accessible. Alors, on va tester. Donc, ça, c'est la configuration de base. Alors, je veux accéder à l'application. Donc, vous voyez, cette fois-ci, vous avez... Non, on n'a pas le droit. Donc, vous voyez, donc, le statut, c'est 403. Alors, vous n'avez plus le droit d'accéder aux éléments. Si vous voulez ajouter, save, vous n'avez pas également le droit. En fait, c'est Spring Security qui répond. Alors, maintenant, il faudrait ajouter également, si vous n'avez pas le droit, on va lui demander comment s'appelle le formulaire d'authentification. Alors, c'est ce qu'on va faire. En ajoutant point end. Point, il faut enlever le point virgule parce que c'est pas encore terminé. Point end. Ça veut dire que je vais ajouter une nouvelle règle. Je reviens. Bon, vous voyez donc ça c'est un design pattern builder. Point, 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 point. Vous pouvez ajouter autant de règles que vous pouvez utiliser. Alors ici donc on va utiliser encore form login. Alors form login point login form login page. Alors maintenant comment on veut appeler la page d'authentification? Alors si votre page d'authentification c'est un document HTML statique, vous mettez login.html. Mais si c'est un formulaire qui va être généré côté serveur, on va utiliser l'URL par exemple /login. Alors si vous faites ça, ça veut dire que en fait Spring Security, qu'est-ce qu'il va faire? Une fois qu'il détecte qu'il n'a pas le droit, il fait une redirection vers /login. Donc forcément login, il doit être associé à une page. Alors c'est ce qu'on va voir ici.
Alors, vous voyez donc, page introuvable. Donc, c'est-à-dire qu'il est en train de chercher le formulaire d'authentification. Mais ce formulaire-là, il faut l'autoriser. Alors, pour l'autoriser, il faut ajouter point permit all. C'est-à-dire, vous donnez cette ressource-là, vous lui donnez l'autorisation d'accès. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer ce formulaire login.html. En fait, login.html, c'est un formulaire. Alors, vous avez en fait deux choix. Donc, soit de créer une page HTML dans statique, ou tout simplement, si vous faites des pages, si vous faites MVC côté serveur. Alors, il faut créer les pages dans template. Alors, tous les documents qui se trouvent dans template, ils vont subir une interprétation côté serveur en utilisant notamment le moteur de template. Alors, dans notre cas, nous utilisons Themeleaf. Alors, on va ici donc l'ajouter. On va créer une page qu'on va appeler login HTML, qu'on va appeler login.html. Alors dans ce document login.html, on va utiliser donc le moteur de template Themeleaf. Alors pour cela, on va utiliser XMLNS, TH, le préfixe. Alors le namespace de Themeleaf est le suivant, 2.3w.themeleaf.org. Alors, char7, c'est UTF-8. Alors, il faut juste faire attention parce que Themeleaf, la configuration par défaut, elle utilise le XHTML. Alors, le XHTML, ça veut dire que toutes les balises doivent être fermées. Vous savez que de la norme XML, toutes les balises doivent être fermées. Donc, si dans votre document HTML, vous oubliez de fermer une balise, comme c'est le cas ici, meta, il faut mettre ici un slash. Alors, le formulaire d'authentification, ici, donc, on va créer donc le formulaire. Alors, dans notre cas, on va... Alors, par la suite, on va utiliser donc Bootstrap pour faire le design. Donc, pour le moment, donc, je ne vais pas m'y intéresser pour le moment. Alors, on va créer donc un div. Alors, comment créer le formulaire? Donc, form. Alors, si vous travaillez avec Themeleaf, vous allez ajouter, au lieu de action, vous mettez th action égal. Ici, donc, on va faire appel directement à login. Donc, vous envoyez la même requête vers login. Parce qu'en fait, vous envoyez vers login. Si vous envoyez une requête avec post, en fait, la méthode doit être obligatoirement post. Parce qu'en fait, Spring Security, quand vous envoyez /login, get, il va chercher le login.html. Mais si vous envoyez une requête avec post vers /login, il va lire les données, il va essayer d'authentifier donc l'utilisateur. Alors sinon, si vous voulez spécifier, c'est-à-dire le contexte courant, le contexte de l'application, avec Themeleaf, on utilise @ et après on va mettre ici /login. C'est-à-dire application context /login. Bon, ça va marcher aussi. Alors ici, donc, on va juste créer des divs. Form group, donc on va utiliser label. Alors le label, on va l'appeler login. Un mot de passe, input, type égale texte. Alors name, il faut l'appeler comment? Il faut l'appeler username, comme ça. Parce que ce n'est plus à vous de récupérer ces données-là, c'est Spring qui va les récupérer. Donc le nom, il est important, username. Voilà. Et après, encore, on va faire la même chose. Donc, password.
le nom, on va l'appeler password. Il sera de type password. Et après un bouton submit. Alors value égale login. Alors ici donc c'est un formulaire, on peut bien utiliser donc un formulaire classique. Alors mais il est toujours préférable le formulaire d'authentification. Donc d'utiliser Themeleaf comme ça. Vous allez voir que le fait d'utiliser TH action, donc ça signifie qu'il y a quelque chose qui va se faire au niveau du serveur. C'est-à-dire le moteur de template, il va interpréter ça. Et vous allez voir que notre formulaire, quand il va être généré côté client, il va lui ajouter quelques éléments. Alors, on va le découvrir tout à l'heure. En tout cas, donc pour vous, ça c'est du HTML, mais avec quelques balises de Themeleaf qui vont être interprétées côté serveur. Mais est-ce que ça va marcher? Alors maintenant, il faut dire que /login, il est associé à login.html. Alors vous rappelez ça, on le fait dans le contrôleur. Dans un contrôleur, vous mettez l'URL request mapping /login return vers la vue, n'est-ce pas? Alors on peut bien créer un contrôleur, c'est pas un REST controller. Un contrôleur dans lequel il y aura request mapping et après vous faites une redirection vers la vue. Alors on n'est pas obligé. D'ailleurs, si vous regardez bien l'application maintenant, on aura toujours le même problème. C'est-à-dire encore /login, il ne connaît pas quelle est la vue qui est associée. Alors pour cela, donc, on va le faire. En fait, il existe deux solutions. La première, la plus simple, c'est de créer une classe de configuration dans toujours la partie configuration. On va créer une classe qu'on va appeler web MVC config. Web MVC config. Alors pour configurer donc une application web MVC, si vous voulez côté serveur, c'est-à-dire un contrôleur, vous héritez d'une classe qui s'appelle web MVC configure adapter. Et vous redéfinissez une méthode il y a plein de méthodes à redéfinir. Alors, je vais vous dire quelle est la méthode à redéfinir. La méthode s'appelle addViewControllers. C'est pas si compliqué. addViewControllers. Alors, dans addViewControllers, vous allez ajouter tout simplement la correspondance. Si vous voulez faire la correspondance entre les URL et les vues, alors, vous pouvez utiliser donc l'objet registry.addViewController. Alors, quelle est l'URL? /login. Et après, vous mettez set viewName. Comment s'appelle la vue? Login.html. Alors ça, vous pouvez également le faire dans XML si vous voulez. Alors, l'équivalent de ça, c'est également... On peut faire la même chose parce qu'après, on aura besoin d'une action logout. Logout. Donc, on va vers... Alors, quand vous faites le logout, il va vers quoi? Alors, il va vers login.html. C'est-à-dire, quand on va se déconnecter quelque part, automatiquement, il va vers la page d'authentification. Mais après, on va voir comment faire ce logout. On peut le laisser comme ça pour le moment. Mais si vous voulez, donc l'équivalent de ça, l'équivalent de cette configuration, c'est quoi? C'est de créer un contrôleur. Et ça, on l'a fait l'année dernière, si vous vous rappelez. Vous créez un contrôleur que vous allez appeler, par exemple, étudiant. Contrôleur. Dans la couche web. On va appeler donc un contrôleur, c'est quoi? C'est une classe qui possède la notation
controller, et dans laquelle vous mettez une méthode qui permet de retourner le nom de la vue. Alors par exemple, vous l'appelez login, et là vous allez utiliser return, une chaîne de caractères qui s'appelle login. Et là vous mettez request mapping slash login. Ça, vous savez ce que c'est? Ça veut dire quoi? Si j'ai une requête slash login, il va vers une vue qui s'appelle login.html. Alors par défaut, comme on utilise Themeleaf, par défaut il va chercher login HTML dans template, c'est-à-dire dans le, c'est pas dans statique, hein. Parce que cette fois-ci c'est des MVC côté serveur, donc il va chercher login.html. On n'a pas besoin de spécifier l'extension .html. Non, par défaut la configuration de base c'est .html. Donc si vous voulez encore changer l'extension, tout se passe dans application.properties. Mais généralement, c'est ce qu'on fait. C'est-à-dire, vous gardez toujours HTML. Alors maintenant, vous voyez donc ce que vous venez de faire là. Ça, c'est quoi? C'est de la configuration. C'est équivalent exactement à ça. Alors maintenant, ce contrôleur, vous n'avez pas besoin de le créer. Donc vous avez le choix, soit de faire ça, soit de faire l'autre. Il s'agit d'une page web PHP. C'est une extension. Il s'agit de login.php. Bon, à la rigueur, ici, donc, en fait, vous savez que dans le MVC, il y a ce qu'on appelle le résolveur de vue. Et le résolveur de vue, donc, vous le configurez. Alors, si vous voyez que le nom de la vue a un nom particulier, donc vous mettez directement le nom. Point le nom de la vue. Alors, en fait, ce contrôleur-là, on n'a pas besoin de le créer, on va le supprimer. On le supprime. Donc ça veut dire que pour nous, on sait que login, il va vers login.html. On redémarre. Et on aurait réglé la première partie. Donc c'est-à-dire, on va essayer donc de la résumer. Alors quand je tente d'accéder à une page quelconque, alors déjà il y a login. Alors étudiant. Alors not found. Il n'est pas encore trouvé. Alors ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche. La classe configuration. Ça, je l'ai d'abord. Ah, il est débranché. Attendez. Ben, il vous dit que 404, ça veut dire qu'il n'a pas encore trouvé ça. Et pourtant. Alors nous avons web MVC config. Alors ici donc c'est slash login set view name. Ah oui, bien sûr, vous avez raison. C'est-à-dire, c'est exactement ça, c'est que vous avez une classe, mais il n'est jamais pris en configuration, parce que c'est une classe de configuration. Donc il ne faut pas oublier la notation configuration. Sinon, ça ne sera pas interprété au démarrage. Tout à fait. Étudiant. Alors, ici, donc, vous avez statut 500. Login.html, template, mynote, c'est-à-dire la page n'existe pas. Inaccessible. Oui, c'est normal. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Alors, ici, donc, vous avez un droit d'accès. Donc, il va bien chercher. Donc, Il n'est pas accessible. alors qu'est-ce qu'on a fait? Donc, ici, donc, login. Point. Il n'y a pas de point HTML.
Alors, c'est ce que je viens de vous expliquer. Donc, vous mettez login, alors vous mettez juste le nom de la vue. Ce n'est pas le nom de la page, le nom de la vue, n'est-ce pas? Parce que si vous mettez login.html, il va la chercher dans le dossier statique. D'accord? Alors, en principe, ici, donc, vous mettez login, c'est qu'il sait que la vue se trouve dans template. Alors, étudiant. Donc, vous mettez login, donc, par défaut, il va chercher dans template, hein, c'est-à-dire login.html. Donc, nous avons le formulaire d'authentification. Elle est là. Alors, si vous avez un utilisateur qui existe, donc, vous accédez à l'application. Alors, vous avez donc user, plutôt étudiant 1, 2, 3. Et là, également, le droit d'accéder. Alors, étudiant. Prof. 1, 2, 3. Également, il a le droit d'accéder. Alors, ça veut dire que maintenant, tous les utilisateurs que vous avez déclarés ici, alors, vous voyez donc notre configuration, elle est là. Nous avons dit que voilà les utilisateurs qui ont le droit d'accéder. Ces utilisateurs, ils sont en mémoire, donc ils ne sont pas stockés dans une base de données. Et après, nous avons dit que toutes les requêtes doivent être authentifiées, sauf login. Et là, il faut faire attention parce qu'après, supposons dans login.html, vous utilisez Bootstrap pour faire le design. On en aura besoin. Ça veut dire que vous allez faire un lien vers une feuille de style CSS. N'est-ce pas? Le premier problème que vous allez rencontrer, c'est que même l'accès à la feuille de style CSS, elle est protégée. Donc, ça, c'est à régler. Donc, ça, c'est la première partie. Donc, vous avez toutes les requêtes authentifiées. Il faut passer par un formulaire d'authentification. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'est ça. Regardez le formulaire login. Alors, pour vous, c'est ce que vous avez fait. Mais si vous regardez le code HTML, alors vous essayez de remarquer quelque chose. Alors, vous avez tout d'abord le formulaire. Il utilise la méthode post/login. Vous avez input type égale texte, name, username, rien de spécial. C'est pas lisible. Alors, comment on peut agrandir ça? Contrôle plus. Contrôle plus. Alors, regardez bien. Forme, méthode égale à post. Le champ, username, password, rien de spécial. Mais regardez là. Vous avez quelque chose de très important. Vous avez input type égale hidden. Ça veut dire que Teamleaf, Spring Security, qu'est-ce qu'il a fait? Il a inséré un champ de type caché. Alors, vous savez ce que c'est cross-site request forgery? C'est la question que tu as posée. Alors ça, on va en parler. Alors vous savez que l'une des failles de sécurité des applications généralement qui sont exploitées, c'est la faille de sécurité cross-site request forgery. Donc j'aurai l'occasion de vous l'expliquer tout à l'heure. Mais pour le moment, on va la désactiver. Alors on va la désactiver, on termine l'application et comme ça vous saurez c'est quoi l'intérêt. Hein. Donc, vous voyez donc par défaut, Spring Security et il ajoute, si vous voulez, un jeton d'authentification qu'il envoie à la page d'authentification, qu'il envoie dans la page d'authentification. Ça, c'est un jeton d'authentification. Et ce jeton-là, il doit être envoyé par toutes les pages de l'application. S'il y a une requête qui est envoyée vers Spring qui ne contient pas ce jeton d'authentification, il n'accepte pas. Ça, c'est pour, justement, c'est pour surmonter donc, les attaques qui sont liées
à cross-site request forgery. Donc, comme je disais, donc, j'aurai l'occasion de vous l'expliquer tout à l'heure. Mais pour le moment, on va la désactiver. Alors, si vous voulez désactiver donc c'est-à-dire la génération de ce jeton d'authentification, vous allez utiliser tout simplement HTTP dans la configuration .cross-site request forgery .disable. Alors, vous n'êtes pas obligé d'utiliser .end, donc vous pouvez le .end. Alors, qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient juste de demander à Spring, c'est pas la peine d'utiliser donc c'est-à-dire ce jeton d'authentification. Oui. Le jeton, on doit le récupérer. Mais il est crypté. De toute façon, il n'est pas obligatoire. C'est-à-dire, si vous le désactivez, ça veut dire qu'il se base uniquement sur le session ID. C'est avec le session ID que vous essayez donc de gérer l'accès. Mais vous savez qu'avec session ID, en utilisant les cookies, donc il y a toujours des failles. Alors, ces failles-là, elles vont rester. Alors, quoique maintenant les navigateurs, les browsers n'acceptent plus, donc, c'est-à-dire n'autorisent pas donc n'autorise pas, si vous voulez, de récupérer une page. Parce que l'idée, c'est quoi? Si vous récupérez une page d'un site, et à partir de cette page, vous voulez accéder à un autre site. Donc, vous êtes en train de récupérer des contenus, une page d'une application, pour accéder à un autre site. Donc, ça, c'est généralement, c'est une action qui est souvent refusée par les browsers. Donc, pour quelle raison? Donc, comme je disais, donc, je vais revenir à cette partie-là tout à l'heure. Mais pour le moment, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste la désactiver. On l'a fait. J'ai redémarré? J'ai redémarré. Alors, je récupère le formulaire d'authentification. Regardez ce qui se passe. Donc, ici, ce jeton d'authentification SRF, si vous voulez, n'y est plus. Donc, on ne va pas l'utiliser dans un premier temps. Ça ne va pas nous empêcher donc de continuer à faire notre travail comme il faut. Donc, pour le moment, un administrateur, il est authentifié. Une fois qu'il est authentifié, donc il accède à l'application. Alors, si vous voulez maintenant, une fois que vous êtes authentifié, vous voulez définir la page de démarrage, c'est-à-dire quelle est la page qui va être affichée par défaut. Alors, vous pouvez également le faire ici. Default success URL. Alors, default success URL. Alors, vous pouvez mettre par exemple index.html. Non, de toute façon, après, on aura besoin de créer une page index.html dans laquelle on va essayer donc d'intégrer les éléments. Alors, on va créer cette page index.html. C'est une page statique. Alors ici donc on va par la suite mettre un menu si vous voulez. Bon. Alors, il faut redémarrer. En fait, le port il est déjà occupé. Donc je n'ai pas arrêté avant de démarrer. Non? Start with /. Oui.
Voilà. Alors en tout cas, je tente d'accéder à la page. Donc vous avez par défaut, si vous êtes authentifié, vous êtes dans cette page. Bon, à partir de là, en principe, on aura des liens pour faire les opérations. Par exemple, je veux accéder à la liste des étudiants. Alors tout ça, c'est des pages qu'on va créer par la suite. Étudiants tout court. Donc là, j'accède à l'application. Mais on n'a pas encore réglé le problème. Pourquoi? Les rôles, exactement. Alors maintenant, même un étudiant, il a la possibilité d'ajouter. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Le principe, il est très simple. Si vous allez vers les ressources, vers le contrôleur, par exemple, dans notre cas, c'est le service REST contrôleur. Alors, vous allez ajouter sur chaque URL, par exemple, ici, donc pour ajouter un étudiant, vous utilisez une annotation qui s'appelle secured values et vous mettez un tableau dans lequel vous mettez les rôles. Alors, quels sont les rôles? C'est-à-dire, quels sont les rôles qui ont le droit d'accéder à l'étudiant? Donc, il y a admin, par exemple, virgule, scolarité. Alors qu'ici, donc, on va utiliser... Alors, vous utilisez tout le monde, donc c'est-à-dire vous n'êtes pas censé mettre les rôles, c'est-à-dire tous les rôles, donc, mais on va les ajouter explicitement. Prof et étudiant. Alors, tout d'abord, une chose, c'est que... Alors, Spring Security, par défaut, les rôles, il va leur ajouter un préfixe. Hein? Alors, quel est le préfixe qu'il ajoute? C'est rôle. Majuscule, underscore. C'est-à-dire, si votre rôle, vous l'aviez appelé admin, alors Spring, quand il va faire la configuration, le rôle, il va l'appeler rôle, underscore, admin. Après, vous pouvez le configurer. Donc, ça veut dire que rôle, underscore, voilà. On va faire la même chose pour les autres. Alors, sauf que si vous voulez que ça marche, alors si vous voulez que Spring prenne en considération la notation secured, il faudrait ajouter dans la configuration enabled global sécurité, méthode sécurité. Alors en fait, enabled global méthode sécurité, donc c'est une stratégie de Spring sécurité qui permet de protéger les méthodes. Dans n'importe quelle méthode de votre application, que ce soit la couche métier, la couche, à chaque fois où vous voulez instaurer donc plutôt une couche de sécurité, vous utilisez la notation secured. Et après, dans ce cas-là, vous utilisez l'attribut secured enabled égale. Alors, si vous ne faites pas ça, donc il ne prend pas en considération la notation secured. Il faut l'activer. Voilà. Alors, on va tester maintenant. Alors, je suis, par exemple, un étudiant. ET. Je veux, par exemple, consulter les étudiants. Ça marche. Je veux ajouter. Non. Save étudiant. Non. Vous voyez? Accès. Accès refusé. Forbidden. C'est-à-dire, même si je suis authentifié en tant qu'étudiant, mais je ne peux pas accéder à une ressource. Donc, le problème, il est réglé à ce niveau-là. Alors maintenant, vous voyez donc la page qui s'affiche quand vous n'êtes pas autorisé, c'est par défaut. Alors, si vous voulez définir une page qui s'affiche, vous pouvez également le faire.
Alors, il faut que je me rappelle de ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut ajouter? Il faut ajouter point access denied. Alors, failed URL. Alors, failure URL, donc on va utiliser refuser. On va l'appeler slash. Allez. Error.html. Bon, s'il vous plaît. Vous avez suivi jusqu'à présent? Alors, pratiquement, on a fait l'essentiel. Maintenant, il faudrait maintenant vous montrer comment stocker les données dans la base, les utilisateurs dans la base de données. Donc, un étudiant qui est enregistré, il va tenter d'accéder à la page pour enregistrer un étudiant. Alors, for Biden. Alors, il n'a pas pris en considération ça. Accès refusé. Alors, je crois qu'il faudrait ajouter quelque chose d'autre. Alors, je ne l'ai pas fait dans mon exemple. Il a affiché, mais il s'est redirigé vers l'autre. Ouais. Le message, c'est toujours le même message. Non, c'est pas ça, c'est pas ce que je voulais. Hein. C'est pas ça. Exactement. Alors ça, c'est l'échec de connexion. C'est-à-dire, vous avez tapé un utilisateur qui n'existe pas. Il va vers... c'est dans le login. Alors ça, par défaut, c'est ça. C'est pas ce que je cherche. C'est par défaut... Oui, ça, on va la chercher. C'est là, on va pas l'utiliser. Alors, on va utiliser donc... default. Bon, peu importe. Je vais vous la montrer tout à l'heure. Je l'ai fait déjà quelque part ici. Je ne me rappelle pas. Quel type de projet? Bien, c'est le temps de la pause, c'est ça? Parfait. Alors, après la pause, on va traiter donc cette partie-là. Comment gérer les utilisateurs au niveau de la base de données et également comment compléter l'application comme c'est prévu. Alors, s'il vous plaît. Alors, juste qu'on termine cette partie-là. Alors, si on est authentifié en tant que... Parce qu'on n'a pas quand même vérifié.
en tant que scolarité. Scolarité 1. Je suis authentifié. Alors, scolarité, donc il peut bien consulter les étudiants. Il peut également ajouter un étudiant, save, étudiant, save, étudiant. Ça marche. Donc ça veut dire que les éléments, c'est-à-dire l'instauration de la notion des rôles, ça marche sans aucun problème.